Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. On peut se demander, a priori, quel est l'intérêt d'aborder une telle question au moment même où d'autres problèmes préoccupent aujourd'hui l'opinion publique? Mais lorsqu'on voit la place qu'occupent aujourd'hui les traités internationaux dans la nouvelle Constitution du 1er juillet 2011, et le nombre d'accords et de conventions conclus par le Maroc tant sur le plan bilatéral que multilatéral, on comprend l'intérêt que peut présenter la réflexion sur cette question. Le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales, et leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, ont été soulignés par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dès le début de son préambule. En droit international, le traité a été défini comme tout accord conclu entre sujets du droit des gens, c'est-à-dire entre membres de la communauté internationale. La présente étude s'appliquera ainsi à toutes les formes de traités conclus par le Maroc, bilatéraux ou multilatéraux, solennels ou en forme simplifiée, et quelle que soit leur dénomination. Elle s'appliquera aussi aux traités conclus entre l'État marocain et les organisations internationales, ainsi qu'aux accords dits de prêt qui intéressent le développement du pays. Elle concernera également les traités d'amitié, de navigation et de commerce conclus par le Maroc dans le passé. À ce sujet, il convient d'observer que les traités internationaux constituent une richesse de l'histoire diplomatique du Maroc. L'une des caractéristiques essentielles du droit conventionnel marocain d'avant 1912 réside dans la multiplicité et la diversité des accords conclus par l'Empire chérifien dans différents domaines. Ce qui démontre bien que le Maroc disposait, au même titre que les États de l'Europe, de la souveraineté juridique, de la personnalité internationale et de la capacité requise pour conclure les traités. L'analyse de ces actes, devait dire le vice-président de la CIJ Fouad Amoun dans son opinion individuelle relative à l'affaire du Sahara, dénote l'existence d'une autorité marocaine étatique et politique incarnée par le sultan qui personnifiait l'État dont il exerçait tous les pouvoirs. C'est dans des termes semblables que s'exprimait le maréchal Hubert Lyautey dans une circulaire de 1920 considérée comme son testament politique à la veille de son départ du Maroc. Ici nous avons réellement trouvé un État et un peuple. Il passait, il est vrai, par une crise d'anarchie, mais crise relativement récente et plus gouvernementale que sociale, si le Magzen n'était plus qu'une façade, du moins tenait-il encore debout et il suffisait de remonter à peu d'années pour retrouver un gouvernement effectif, faisant dans le monde figure d'État avec de grands ministres, des ambassadeurs ayant frayé avec des hommes d'État européens et dont plusieurs survivaient encore et survivent toujours. Au-dessous du Magzen, la plupart des institutions étaient encore debout, diverses selon les régions mais représentant vraiment des réalités, administration des villes fort bien gérées, corporations, djema'a et tribus, grandes firmes commerciales, une très forte bourgeoisie éclairée, riche et puissante. Par sa position stratégique, le Maroc constitue également un trait d'union entre les civilisations africaines et européennes, orientales et occidentales. Il était donc prédestiné à conclure, comme on peut le constater, un nombre considérable de traités avec la plupart des puissances européennes de l'époque et aussi avec les États-Unis d'Amérique, qui venaient de proclamer leur indépendance le 4 juillet 1776. La situation géographique du Maroc apparaît depuis fort longtemps comme l'un des facteurs essentiels du développement des échanges avec l'extérieur, de sorte que l'Empire chérifien représentait, aux yeux des puissances coloniales de l'époque, le meilleur débouché pour écouler leurs produits fabriqués. C'est là qu'elles espéraient trouver, comme l'affirment certains auteurs, un champ d'action pour leur activité en même temps que différentes ressources inépuisables. La situation privilégiée du Maroc explique d'ailleurs les convoitises des grandes puissances européennes et l'intérêt porté par ces dernières au pays. Toute cette région, devait écrire Lucien Félix, en parlant du Maroc, est particulièrement riche et l'on comprend l'importance attachée par les différentes puissances à cet État qui jouit, de plus, d'une situation géographique merveilleuse. Ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'à travers l'ensemble de ces traités, le Maroc a acquis des pratiques originales en matière de conclusion des conventions internationales et de diplomatie, ce qui permet de le distinguer des autres pays du continent. Même pendant la période du protectorat, 1912 à 1956,
le Maroc a sauvegardé sa personnalité juridique sur le plan international. Il a gardé de ce fait le Treaty Making Power, c'est-à-dire le pouvoir de conclure les traités internationaux avec, il est vrai, certaines limites qui résultaient du traité de Fès du 30 mars 1912 lui-même, et lorsqu'on évoque le protectorat, on doit s'interroger sur le sort des traités préexistants conclus par l'État marocain jusqu'à 1912. Nous verrons dans ce cas que les traités constituent un élément de renforcement de la continuité de l'existence de l'État marocain et de sa personnalité juridique, indépendamment du régime du protectorat. Richesse donc de l'histoire diplomatique marocaine, élément de renforcement de la continuité de l'État marocain. Les traités internationaux occupent aujourd'hui une place très importante dans le droit positif et notamment dans la Constitution du 1er juillet 2011. Ce sont là les points essentiels à travers lesquels nous tenterons de présenter cette étude. Chapitre I. Les traités. Richesse de l'histoire diplomatique du Maroc. Un bref aperçu de cette histoire diplomatique permet de bien comprendre cette richesse. Section I. Aperçu sur l'histoire diplomatique du Maroc. Deux périodes apparaissent dans cet aperçu historique à travers les traités conclus par les autorités marocaines, celle des dynasties régnantes au Maroc jusqu'à l'arrivée au pouvoir des souverains alaouites, et celle des accords conclus sous l'égide de cette dynastie. 1. Les accords conclus sous l'égide des dynasties régnantes au Maroc, jusqu'à l'arrivée au pouvoir des souverains alaouites. On peut faire remonter les accords conclus par le Maroc avec l'étranger, au règne des Almoravides. Selon certains historiens, les premières relations commerciales du Maroc avec l'Europe ont été établies avec les ports italiens et français, Marseille, Gênes, Fréjus et Antibes. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il existait un autre phénomène qui avait marqué les relations internationales. Il s'agit de la course, ou la piraterie, dont l'impact sur ces relations n'est pas moindre si l'on songe aux différents traités conclus entre les sultans du Maroc et les princes chrétiens en vue de garantir leur flotte contre les prises et les attaques provoquées par les corsaires. C'est dans cette perspective qu'il convient de placer l'accord conclu entre le Maroc et la République de Pise en 1186, dont les termes de l'article 4 sont significatifs à ce sujet. Si un homme considérable de Pise ou des pays soumis au gouvernement de Pise prend la mer pour voler ou attaquer les musulmans ou de leur nuire de quelque manière que ce soit, les Pisans sont obligés de poursuivre et de punir le coupable comme s'il eût méfait contre ses propres concitoyens. À l'époque almohade. Sous les Almohades, la vie diplomatique était devenue à un certain moment très dynamique et on peut même dire très mouvementée. En effet, il ne faut pas oublier que c'est grâce au grand sultan almohade Yacoub el-Mansour que les armées espagnoles ont été battues en 1195 à Alarcos, en langue arabe. Mais il faut dire aussi que c'est sous les Almohades que les armées marocaines et andalousites ont subi la grande défaite de la Navaz de Tolosa, en 1212. C'est à partir de cette époque que se sont développées les relations entre la papauté et les derniers sultans almohades. C'est également dans cette perspective qu'il convient de placer la lettre pontificale adressée par le pape Innocent IV au sultan du Maroc, Omar al-Mortada, dans laquelle il lui conseilla, comme il l'avait fait auparavant à ses prédécesseurs, de se convertir au christianisme afin que les chrétiens qui se trouvaient au Maroc à l'époque soient mieux protégés. Bien entendu, la réponse d'al-Mortada, intervenue le 10 juin 1250, était négative. On doit cependant signaler que le souverain marocain, dans sa réponse avec le pape Innocent, insiste sur les valeurs spirituelles du prophète Mohammed en faveur de qui il fait les prières pour montrer au souverain pontife qu'il n'avait aucunement l'intention d'embrasser la religion chrétienne. C'est à la suite de cette lettre que le pape reconnaît que la foi est affaire de conscience. Il se retourne alors vers l'autre moyen qui consistait à assurer la sauvegarde des intérêts chrétiens. En réalité, les relations de la papauté avec les sultans almohades datent du règne d'Al-Mamoun, 1229 à 1232, le premier sultan almohade à avoir consenti la construction d'une église pour les chrétiens sur une terre d'islam à Marrakech et ce, à la suite de la trêve signée en 1228 avec le roi Ferdinand III de Castille qui, en contrepartie une aide militaire permettant à Al-Mamoun proclamé calife en Espagne et non en Afrique, de conquérir le pouvoir au royaume du Maroc contre son neveu Yahya ben Nassir,
réclamait la cession de 10 places fortes espagnoles et le libre exercice du culte par la milice chrétienne, c'est-à-dire le droit d'avoir une église où on sonnera les cloches, de telle sorte que si un chrétien se convertit à l'islam, sa conversion ne sera pas acceptée alors que si au contraire, un musulman embrasse la religion catholique, il reste libre des apostrophes. Agir ainsi et ne sera pas inquiété. 0. En dehors de ces tractations d'ordre religieux, les Almohades avaient signé un certain nombre de traités qui ont permis l'accroissement du trafic extérieur et le développement des contacts avec l'étranger. B. Les Mérinides. Les Mérinides, qui avaient succédé aux Almohades à partir de 1270, avaient eux aussi conclu quelques accords, dont une entente avec la République de Pise en 1358 et surtout le traité de Fès de 1309 par lequel les navires aragonais et catalans qui venaient accoster dans les ports méditerranéens particulièrement à Ceuta ou qui continuent à destination de Larache, Salé, Anfa et Azemmour bénéficiaient de droits très avantageux. C. Les Ouattas-Ites. Les sultans ouattazites, qui succédèrent aux Mérinides, avaient eux aussi noué des relations diplomatiques avec l'Europe et surtout avec les rois de France. L'initiative dans ce cas était prise par François Ier qui, en 1533, décida d'envoyer une ambassade auprès du sultan ouattacite Ahmed Ben Mohamed, sous la conduite du colonel Pierre de Piton. Mais aucun traité n'avait été conclu entre les deux souverains, parce que l'autorité des Ouattacites ne s'étendait pas sur l'ensemble du territoire et que de toute façon, ils n'avaient régné que peu de temps au Maroc. D. Les Saadiens. Les Saadiens, qui succédèrent aux Mérinides, avaient porté leurs efforts sur l'unité de l'empire chérifien, et ceci grâce à l'intelligence de deux grands sultans, Moulay Abdelmalek et Ahmed el-Mansour. Le premier maîtrisait l'italien et l'espagnol, et pouvait correspondre plus facilement avec les diverses puissances d'Europe. Le second s'était rendu populaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, depuis la bataille des Trois Rois de 1578, qui avait mis fin aux visées portugaises sur le Maroc, et au cours de laquelle le jeune roi du Portugal Dom Sébastien avait trouvé la mort. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont les Saadiens, qui avaient repoussé les Turcs d'Alger au-delà de Tlemcen. La vie diplomatique sous les Saadiens était très active à la fois par les traités qu'ils ont conclus avec l'Europe, et aussi par les ambassades qu'ils avaient commencé à envoyer à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Pour ce qui est des traités conclus sous les Saadiens, les plus importants sont les accords franco-marocains des 17 et 24 septembre 1631 et 18 janvier 1635. Mais c'est surtout le traité de 1610 avec les Pays-Bas qui avait marqué l'époque saadienne. La signature d'un tel accord, comme le fait observer Jacques Caillé, constitue un événement dans les milieux diplomatiques européens. En effet, c'était la première fois qu'un pays chrétien concluait un véritable traité avec le Maroc. Tous les représentants des puissances accréditées auprès des États généraux en informèrent aussitôt leur gouvernement et lui envoyèrent une copie de la convention du 24 décembre 1610. 2. Les traités conclus par les souverains alaouites. A. Les traités antérieurs au XIXe siècle. Les sultans alaouites, qui ont succédé aux Saadiens, ont eux aussi conclu plusieurs accords avec l'étranger et envoyé des ambassades en Europe. Les raisons qui expliquent la conclusion de ces accords sont presque les mêmes que celles qui avaient motivé la conclusion des traités sous les Saadiens, c'est-à-dire la sécurité du commerce international, la liberté de navigation, la prohibition de la piraterie et la recherche de nouveaux alliés contre les Espagnols. Sous Moulay Ismaïl 1672 à 1727, par exemple, on cite très souvent le traité de Saint-Germain-en-Laye, conclu avec le roi Louis XIV le 29 janvier 1682 et dont les négociations étaient menées par un diplomate très connu à l'époque, l'amiral Abdellah Ben Aïcha. D'ailleurs, Ben Aïcha était devenu par la suite ambassadeur du Maroc à Paris et devait, pendant son ambassade, qui a duré du 11 novembre 1698 au 25 mai 1699, essayer de conclure un autre traité qui n'a pas abouti. Mais c'est surtout sous le règne du petit-fils de Moulay Ismaïl, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah 1757 à 1790, connu aussi sous le nom de Mohamed III,
que les relations avec l'Europe ont pris un grand essor, à telle enseigne que certains auteurs qualifient d'ailleurs très justement l'année 1767 de l'année diplomatique par excellence, parce qu'U'. On a assisté à la conclusion de plusieurs accords durant cette année, dont notamment un traité conclu avec la France et un autre avec l'Espagne, qui avait reconnu l'existence des présides. À ce sujet, il faut dire que les sultans du Maroc ont essayé à maintes reprises de les assiéger et de les reprendre. Ce fut d'abord Moulay Ismaïl qui, disposant de forces considérables, avait résolu de s'emparer des présides et de chasser les Espagnols, et pendant qu'il assiégeait Melilla, l'un de ses lieutenants et son fils investissaient étroitement Ceuta et Penon de Velay. Ce n'est d'ailleurs qu'après la levée du siège de Ceuta, Ceuta, qui a duré 27 ans que l'Espagne a décidé de profiter de cette accalmie pour régulariser ses relations politiques, commerciales et maritimes avec le sultan. 3 traités de paix et d'amitié ont été alors signés avec Sidi Mohamed Ben Abdallah. L'un de ces traités a été conclu le 28 mai 1767. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.